Bonjour aux premiers arrivés sur cette petite session webinaire. Bonjour Sébastien en l'occurrence. Bonjour Christian qui nous rejoint à l'instant. Bonjour aux autres également qui nous rejoignent et donc bienvenue sur cette nouvelle petite session webinaire, workshop dédié donc au logiciel Cura en l'occurrence, mais dédié plus particulièrement au renfort ou en tout cas à l'optimisation de vos impressions 3D dans le cadre d'une optimisation des performances, aussi bien donc sur le renfort mécanique de certaines zones d'une pièce, mais aussi quant aux performances générales, donc au rapport poids-résistance. C'est ça qui va particulièrement également nous intéresser dans cette petite session. Donc, je vais commencer dans quelques instants. J'attends que les derniers arrivants nous rejoignent. Je vais déjà vous partager mon écran. Hop. Et on va pouvoir attaquer tout ça tranquillement. Hop, démarrer la présentation. Donc voilà un petit peu ce que l'on va voir aujourd'hui, donc renforcer ou optimiser donc vos modèles 3D de manière générale. Donc ici, je l'ai déjà dit, on va travailler sur le logiciel Cura, mais vous allez voir encore une fois que toutes les informations, les astuces que l'on va voir sont généralement également compatibles et adaptées à d'autres logiciels, à d'autres matériaux. Donc voilà, c'est juste ici encore une fois le but de bien comprendre la théorie, le fonctionnement, la logique derrière tout ça et que vous soyez capable de le répliquer, de l'adapter exactement pour vos besoins plus personnalisés et spécifiques. Eh bien, on va démarrer tout ça. Donc, encore une fois, bienvenue à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, on va attaquer immédiatement l'agenda de cette petite session. Donc, encore une fois, ça devrait tenir en 45 minutes et on va voir un petit peu si vous avez des questions en fin de session. C'est là où on pourra effectivement prendre du temps. Donc, en tout cas, pour débuter, je vais me présenter et introduire Polyfab 3D pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière pour le précédent webinaire. Sachez qu'il y en aura encore également un la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous inscrire. La semaine prochaine, ce sera dédié au support, comment optimiser leur fabrication, leur retrait, laisser le moins de traces et ainsi de suite. Donc, ça sera également intéressant, je pense, pour pas mal d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à partager l'info. Donc, en tout cas, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, premièrement, c'est de rappeler quels sont les paramètres qui vont impacter la résistance d'un modèle imprimé en 3D. On va parler bien évidemment ici des épaisseurs de coque, des parois, de la densité et du motif du remplissage, qui sont les premiers arguments, on va dire, pour faire varier la résistance d'un modèle 3D. Donc, on va revoir tout ça et on verra justement quelles sont les fonctionnalités de Cura, en l'occurrence les mailles de coupe, les mailles de remplissage, qui sont des options qui vont permettre d'aller modifier certaines zones uniquement d'un modèle 3D. On verra également que certaines fonctions liées à cet environnement vont permettre d'aller paramétrer différemment différentes pièces qui seraient sur le même plateau d'impression. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. C'est peut-être des astuces que vous ne maîtrisez pas encore. Donc c'est très facile à faire. Et justement, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va également illustrer tout ça par la création d'une âme à haute densité dans une pièce bien spécifique. Donc, ça illustrera un petit peu ce que vous êtes en mesure de faire si vous êtes concepteur de vos modèles 3D et que vous avez la capacité de penser, on va dire justement, à modifier en amont certaines structures internes. Eh bien, sachez que vous pouvez le faire en conception et faire comprendre à Cura un petit peu tout ce que l'on va souhaiter à travers ces différents paramètres. On y reviendra. Et pour terminer, on aura la petite session Q&A habituelle qui nous permettra d'échanger sur les différentes questions que vous pourriez avoir. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, c'est déjà une chose qu'on a déjà faite, mais en tout cas, je me présente. Donc, je suis Charlie Leroy. Je suis l'un des fondateurs de Polyfab 3D, qui est donc une structure qui a pour but de démocratiser et d'accélérer, on va dire, l'intégration de l'impression 3D en entreprise, mais également auprès des particuliers. Donc, voilà, mon poste dans tout ça, moi, c'est plutôt l'expertise technique, aussi bien au niveau des choix des polymères qu'au niveau du paramétrage des softwares, que ce soit FDM ou résine. Vous voyez derrière moi que l'environnement a changé. Je suis désormais sur des impressions résine cette semaine. Mais en tout cas, voilà, mon but, ça va être de vous conseiller et de vous accompagner éventuellement dans l'acquisition, surtout
l'expertise et l'habitude, on va dire, des bonnes méthodes de fabrication que l'on peut utiliser lorsque l'on a acquis, on va dire, un petit peu d'expérience en impression 3D. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on vous accompagne, et moi plus particulièrement. Polyfab 3D, je l'ai déjà dit, mais c'est plusieurs branches. Donc, la première, la plus visible, c'est le site, la distribution de matériel d'impression 3D, imprimantes, consommables, filaments, résine, et ainsi de suite, mais aussi la formation qui peut être faite en présentiel chez vous ou à distance chez nous, et surtout à distance, bien évidemment, pour éviter justement les déplacements dans ces périodes un peu compliquées. C'est toujours quelque chose qui va être facilitant. L'audit, le conseil qui va nous permettre de vous accompagner et de mettre en place un programme vous permettant d'avoir du succès dans votre intégration de l'impression 3D. On a beaucoup depuis le temps d'expériences d'entreprises qui se sont lancées, pas forcément avec les bonnes méthodes. Donc, voilà, on a préféré carrément pouvoir proposer une solution d'accompagnement à ceux qui ont mal commencé ou à ceux qui n'osent pas commencer. Et également, donc, on vous accompagne via des impressions sur mesure qui seront réalisées pour que vous puissiez justement partir sur les bonnes technologies, sur les bons matériaux, et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu ce que Polyfab 3D peut vous proposer. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est un petit focus sur Cura et la résistance de vos modèles imprimés en 3D. Donc, un petit avant-propos qui concerne aujourd'hui plutôt des applications techniques de type outillage, des pièces d'environnement assez techniques et exigeants. Donc, effectivement, dès qu'on va parler d'allègement, de renfort des pièces, en général, c'est qu'on est dans un environnement qui exige un allègement maximum des pièces, ou alors, effectivement, quand on est sur de l'outillage, on va penser au confort de l'utilisateur, à la personnalisation. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir maximiser les performances. Donc ici, on va partir d'une base qui est plutôt standard, que vous avez peut-être déjà essayé, donc un filament PETG carbone qui a de très bonnes performances mécaniques et qui est très facile en termes d'impression. Donc ici, c'est vraiment un matériau avec un excellent compromis performance, simplicité d'utilisation, des couches de 0,2, une buse de 0,6, renforcée pour prévenir justement de l'abrasion de ce filament composite carbone. Je le rappelle, mais ce qu'on va voir ici sera applicable sur d'autres logiciels, sur d'autres matériaux, sur d'autres machines. D'ailleurs, on ne doit même pas trop parler de machines aujourd'hui. On va simplement illustrer tout ça de manière assez globale, et je vous montrerai des pièces imprimées, bien évidemment, à la fin. Donc, maximiser les performances en commençant par rappeler ce qui va rendre plus résistant vos pièces imprimées en 3D. Donc ici, un petit screenshot d'un zoom de Cura, mais vous voyez bien une pièce imprimée, une pièce qui va être imprimée avec les différentes structures de lignes que l'on voit, avec des codes couleurs qui vont nous indiquer un petit peu ce qu'il en est. Donc, pour rendre un modèle 3D plus résistant, il est logique de devoir travailler sur l'épaisseur des coques, ou ce que Cura appelle les parois. Donc, ce sont les zones que vous voyez en rouge et vertes, qui sont effectivement les enveloppes verticales, on va dire, de vos modèles 3D. Les dessus-dessous, ce sont les éléments qui sont en jaune, et ce sont finalement les peaux, les coques, qui sont, elles, horizontales. Et Cura va devoir travailler tout ça d'une manière un petit peu différente. On y reviendra, mais c'est vraiment la base. Et ensuite, bien évidemment, ce qui va apporter plus ou moins de solidité, c'est la densité et le motif du remplissage. C'est avec tout ça que l'on va pouvoir jouer, et en l'occurrence ici, le faire uniquement sur certaines zones. Donc, on va tout de suite aller dans Cura pour suivre. Ça va être beaucoup plus efficace. Donc voilà le petit modèle 3D que j'ai choisi d'utiliser pour cette première partie de la session. En l'occurrence, ici, on est sur un patin de trottinette de ski, on va dire, en gros, donc quelque chose qui doit avoir une certaine résistance mécanique, une certaine tenue au choc, au froid, et ainsi de suite. Donc, pour l'imprimer, en réalité, j'ai utilisé un filament très technique, le PC PBT du fabricant Polymaker, qui va avoir des caractéristiques excellente en termes de propriétés mécaniques, mais également de résistance au froid, et éventuellement même d'un point de vue chimique. Donc voilà, en tout cas ici, le test va être réalisé en PETG carbone, mais en réalité, je l'ai fait encore sur un autre matériau, mais le but, c'est d'illustrer le côté faisabilité et optimisation. Donc, avant même d'attaquer réellement la pièce, je veux simplement vous montrer l'onglet que l'on va utiliser pendant cette session, un onglet que vous n'avez peut-être pas encore beaucoup utilisé, qui est cet onglet-ci. Donc cet onglet-ci va nous permettre de modifier un petit peu le comportement normal, on va dire, de notre modèle 3D, et c'est ça justement que l'on va aller fouiller un petit peu. En l'occurrence, on va s'intéresser particulièrement à cet onglet-là, mais je prendrai quelques instants pour vous présenter les autres.
avant même d'aller attaquer tout ça, vous ne voyez pas l'écran de Cura. Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, je vais modifier mon partage. Effectivement, j'ai fait une bêtise. Voilà, ça devrait être mieux. Dites-moi bien si vous avez... Ok, très bien. Bon, bah, merci de m'avoir informé. Effectivement, je n'avais pas cliqué sur la bonne fenêtre de partage. Voilà, donc c'est fait. Vous voyez maintenant l'onglet que j'évoquais. Donc, c'est cette petite coche ici qui va nous déclencher 4 types de settings un petit peu particuliers. Ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est le 3e, mais je prendrai un petit peu de temps pour vous présenter les autres. Donc, voilà le modèle 3D que j'évoquais. Et ce qui va m'intéresser dans un premier temps, eh bien, ça va être de rappeler, on va dire, quels sont les paramètres de renfort, où est-ce qu'ils se situent dans le logiciel, vraiment la base. Donc, par défaut, lorsque l'on déclenche un paramètre pour du PETG carbone, on utilise le profil standard qui est proposé par le logiciel et on va retrouver donc nos différents paramètres. Ce qui va nous intéresser, c'est de retrouver donc nos valeurs de parois. Ici, on va demander à créer 3 parois pour une largeur réelle de 1,8 mm. Donc 3 fois le diamètre de la buse égale 1,8 mm. On va pouvoir regarder ça immédiatement comme on l'a fait rapidement dans le screenshot de tout à l'heure, mais les zones qui sont rouges et vertes correspondent à ce millimètre 8 qui correspond donc à 3 largeurs de ligne. Donc déjà, la logique voudrait qu'en augmentant cette valeur, en augmentant cette épaisseur, eh bien, on augmente un petit peu les résistances. Honnêtement, quand on est déjà à 3 coques, 3 parois de 0,6, on est déjà sur quelque chose qui est assez résistant, mais on verra qu'on peut aller au-delà. Même principe pour ce qui s'appelle le dessus-dessous, le haut-bas, les coques jaunes. Cette fois-ci, pour créer une épaisseur, on va dire, sur ces zones-là, eh bien, on ne va pas réfléchir de la même manière. On ne va pas parler en multiples de nombre de lignes ou en multiples de largeur de buse. Ici, on va parler en épaisseur de couche. Donc, ici, on va pouvoir compter, vous voyez, le nombre de passages de coques jaunes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez pouvoir retrouver effectivement les 4 coques que j'avais listées qui sont numérotées ici. Donc ici, on a 4 fois 0,2 mm en termes d'épaisseur. Et bien là, on est effectivement plutôt inégal en termes de performance mécanique. On va avoir d'un côté, à la verticale, des coques qui font 1,8 mm et à l'horizontale, on va avoir seulement des coques qui font 0,8 mm. Donc ça, c'est encore un paramètre qui va nous permettre d'accentuer, d'homogénéiser les résistances. Et en l'occurrence ici, ça sera vraiment utile d'aller augmenter tout ça. Si on voulait être à peu près cohérent, eh bien, il faudrait mettre 9 épaisseurs pour pouvoir avoir quelque chose qui fait 1,8 mm également à l'horizontale. Donc, on va le faire dans la théorie, mais en réalité, 9, ça fait vraiment pas mal, étant donné que c'est des choses qui prennent pas mal de temps à l'impression. En général, on réduit un petit peu ces choses-là, surtout qu'on va travailler les densités de remplissage, mais tout dépend de votre modèle 3D et de son usage. Ici, moi, c'est une pièce qui va recevoir un effort assez important depuis le haut, donc effectivement, le fait d'avoir une haute épaisseur, on va dire, sur mes dessus-dessous, eh bien, finalement, c'est important. Donc ici, j'ai bien mis mes 9 épaisseurs, ce qui va créer ici des zones beaucoup plus denses et finalement avec un petit peu moins de place pour le remplissage. Voilà, ça c'était le rappel pour ce qu'il en est de la structure rouge, jaune, verte de vos modèles 3D qui peuvent renforcer vos modèles. Et pour poursuivre, on va aller voir le remplissage. Donc par défaut, le logiciel déclenche en fonction des profils, mais généralement une densité entre 15 et 20%, avec une structure plutôt standard. Ici, le motif cubique et une densité à 20%. Donc, bien évidemment, le simple fait d'augmenter un petit peu la densité va bien sûr accentuer la résistance de vos modèles 3D. Et on va retrouver également certains motifs de remplissage. Vous le voyez ici dans le petit Settings Guide qui est téléchargeable depuis la Marketplace et qui va permettre justement d'ajouter ces informations à votre logiciel. Vous avez un explicatif de chaque motif de remplissage. Quel est son impact, quel est son intérêt en termes de performance mécanique, en termes de temps d'impression. Et donc, vous allez voir que certains sont vraiment intéressants pour certaines applications particulières. Ici, ma pièce va recevoir des chocs et des contraintes, on va dire, un petit peu dans tous les sens. Donc, on va utiliser un motif qui est plutôt ergonomique. Donc, le motif ergonomique, plutôt isotropique. Et donc, ici, le motif cubique est plutôt pas mal, mais on pourrait aussi utiliser, par exemple, comme le subdivision cubique, qui va être encore plus performant pour homogénéiser les résistances de manière isotropique au maximum.
Bon, tout ça, c'était des rappels. J'imagine que vous maîtrisiez déjà plutôt pas mal ces fonctionnalités. Le but, ça va être de ne pas produire, on va dire, ces modifications sur tout l'objet parce que on va imaginer qu'on a quand même une contrainte de temps et de poids à respecter. Donc, on va seulement maximiser les résistances des zones qui vont être les plus soumises à ces contraintes. Voilà un petit peu pour l'intro. Avant même d'attaquer réellement ce que je vous présente ici, on va simplement retourner prendre un second modèle 3D qui correspond finalement à la petite goupille qui va devoir s'insérer à l'intérieur ici. Et on va déjà utiliser ces fonctions ici pour nous permettre, je l'ai déjà dit, mais de paramétrer différemment ce modèle-là de celui-ci. Donc, sur un même plateau d'impression, si on imprime cet objet-là tel quel, eh bien, les deux modèles 3D vont avoir les mêmes paramètres d'impression. Donc, ici, 3 coques, 9 dessus-dessous et une densité à 40% en motif cubique. Ce n'est pas forcément le plus adapté pour cet objet-là, par exemple. Donc, à travers cette petite fonction du logiciel de Cura, on va pouvoir modifier tout ça. Donc, on voit bien les deux objets qui sont séparés. Je les retrouve ici. Donc, ça me permet ici de pouvoir sélectionner éventuellement plusieurs modèles 3D. Imaginons que ce modèle-là, je dois le multiplier parce qu'en réalité, j'en ai besoin de 2. On va le déplacer à côté. Hop. Voilà. Et on va sélectionner ces deux éléments. Vous voyez que par défaut, je ne peux pas les sélectionner même en faisant un contrôle, alors qu'en les sélectionnant ici, eh bien, je vais pouvoir le faire. Donc, on va faire ces deux éléments-là et on ne peut pas leur appliquer les paramètres, donc il va falloir le faire un par un. Donc, pour le premier, on va lui demander de s'imprimer comme un modèle normal, parce que c'est ce qu'il va être. On va devoir imprimer cette pièce-là normalement. On va juste sélectionner des paramètres différents. Et donc là, pour illustrer, on va simplement, par exemple, réduire le nombre de parois et on va peut-être augmenter un petit peu la densité ou réduire la densité du remplissage, étant donné que cette pièce-là sera un petit peu moins soumise. On va travailler comme ça de manière illustrative. Donc, vous voyez ici mes deux paramètres que j'ai sélectionnés, qui sont désormais modifiables et qui vont me permettre d'aller travailler réellement tel que je le souhaite uniquement sur ce modèle-là. Donc, on va faire la simulation en limitant l'épaisseur de la paroi et en modifiant la densité du remplissage. On va lancer la découpe et on va regarder dans l'aperçu l'efficacité de ce petit paramétrage. Donc, on voit bien déjà qu'il y a des petites différences sur ce modèle-là. Et si on descend un petit peu, eh bien, on va voir qu'effectivement, on a des choses qui sont très différentes. Vous voyez ici, j'ai demandé à n'avoir que 2 coques. Donc, on voit bien ici une verte, une rouge. Ici, j'ai toujours 2 vertes, une rouge. Et c'est également ce que l'on retrouve au centre. La densité du remplissage ne semble pas très, très différente, mais en tout cas, on voit bien que dans cette zone-là, avec mon paramètre de remplissage et de 2 coques, j'ai de la place pour du remplissage, alors qu'ici, je n'en ai pas, par exemple. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que vous allez pouvoir imprimer, on va dire, en parallèle sur un même plateau pour pouvoir rapidement, on va dire, tester différentes possibilités sans avoir à lancer différentes impressions à la suite les unes des autres. Utilisez votre plateau pour lancer toutes les possibilités et toutes les choses que vous pouvez imaginer en termes de résistance et de paramétrage. Eh bien, vous pouvez tout lancer sur un même plateau. Donc, c'est plutôt assez efficace et c'est uniquement en utilisant cette petite fonction et en sélectionnant les paramètres que vous souhaitez modifier par rapport au paramétrage par défaut qui, lui, sera quand même appliqué pour tout le reste du modèle 3D et des autres. Voilà ce petit aparté. On va maintenant retourner sur notre pièce principale et pouvoir paramétrer ce modèle-là avec différents paramètres internes. Eh bien, par défaut, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être instinctif et facile à faire quand on ne connaît pas la fonction sur Cura. Donc, on va le faire ensemble. La première chose à savoir, c'est que pour faire ça, il va déjà vous falloir importer un autre fichier STL qui va avoir pour rôle de venir chevaucher les zones que l'on veut modifier. Donc, le but, ça va être de venir importer un modèle STL. Donc, je vais le faire immédiatement. Je retourne à ma petite bibliothèque. Je vais prendre un petit cube. Le cube, on va l'ouvrir et on va le sélectionner. Ce cube, on ne va pas justement le considérer comme un modèle normal, mais on va le considérer comme un modèle qui va modifier les paramètres de l'objet qu'il chevauche. Et en l'occurrence ici, on va le positionner sur cette zone-là, qui va être la zone que l'on va vouloir renforcer au maximum.
Donc, on va prendre ce cube, on va supprimer les paramètres qui sont déjà préinscrits, qui étaient ceux que j'avais fait précédemment, et on va le positionner et lui donner la dimension que l'on souhaite. Alors, on va pouvoir le déformer de manière non uniforme pour pouvoir atteindre la hauteur que l'on souhaite. On va repositionner l'objet sur le plateau. Et le but va maintenant être de prendre ce cube et de le faire chevaucher. Donc là, vous avez vu, hein, c'est assez grossier mon chevauchement et mon exemple, mais en tout cas, vous allez comprendre que la zone qui sera chevauchée par ce cube va tenir compte des paramètres que je vais appliquer à ce cube. Et c'est là où j'ai deux choix. Je vais avoir un choix de maille de remplissage et de maille de coupe. Donc les deux sont assez proches, sauf que l'un va se concentrer uniquement sur le remplissage interne du modèle 3D et ne modifiera que ça, alors que l'autre va aller modifier également ce qui se situe à l'extérieur, donc les coques, les épaisseurs et ainsi de suite. Donc, on va pour le moment simuler uniquement le remplissage et sélectionner bien justement ce qui nous intéresse. Donc, on va modifier la densité, le motif et ce sera déjà pas mal, le multiplicateur de lignes de remplissage qui va également améliorer la résistance. Donc, par défaut, ce petit cube conserve les paramètres que l'on a demandé ici. Donc, par défaut, on va retourner sur un paramétrage standard avec des paramètres plutôt traditionnels, plutôt légers, on va dire. Et dans ce cube, par contre, là, on va effectivement densifier tout ça. Donc, on va monter jusqu'à 80% de densité en subdivision cubique et avec un multiplicateur de remplissage à 1. On va voir un petit peu ce que ça donne à travers l'aperçu et vous allez voir que facilement, je vais pouvoir personnaliser ma structure interne dans la zone qui m'intéresse. Donc, vous voyez que la zone qui est créée, qui est chevauchée par mon cube, ajoute des coques et modifie la structure interne de remplissage. Vous voyez, si on doit comparer les zones externes à ce cube qui sont fabriquées effectivement de manière tout à fait traditionnelle et la zone qui est chevauchée par mon cube, effectivement, on constate bien la différence. Aussi bien en termes de densité, mais j'aurais également pu faire varier le nombre de coques. Ici, on va donc pouvoir modifier mon nombre de lignes de parois. Par défaut, j'en ai 3. Si je voulais un modèle 3D extrêmement résistant, on va pouvoir en mettre 5. Et on verra effectivement que ça réagit exactement de la même manière dans cette zone. Vous voyez, ça a rajouté à l'intérieur les coques au nombre de 5 et encore au plus au centre, le fameux motif de subdivision cubique avec la densité de 40. Le motif de subdivision cubique, pour information, il est assez performant déjà de base pour un renfort et une optimisation parce qu'il va avoir des densités graduelles. Vous voyez qu'au centre, il a une densité un petit peu plus faible et que sur les pourtours, il va gagner en densité. C'est véritablement ça qui va maximiser déjà les performances et ce qui fait que ce remplissage-là est déjà très intéressant de base. Là, on consacre uniquement cette modification de la densité en XY, on ne s'occupe pas de la faire varier en Z. Ça, on va pouvoir le faire éventuellement manuellement. Voilà, ce n'est pas forcément le but de la vidéo aujourd'hui, mais sachez que c'est également faisable en jouant avec les densités graduelles en Z cette fois-ci. On va maintenant simuler la même chose, mais en utilisant l'autre fonction qui est la maille de coupe. Donc, on va remettre les mêmes paramètres, mais pour la maille de coupe. Donc, toujours de la densité à 80%, la subdivision cubique et le multiplicateur de lignes. On regarde le résultat et effectivement, on voit qu'ici, on a des coques qui n'ont pas été ajoutées de la même manière, tout à fait. En tout cas, ici, elles respectent mieux, on va dire, ma pièce, étant donné qu'ici, elles ne vont pas ajouter de coques supplémentaires au sein de mon modèle 3D. Ici, on va simplement couper, on va dire, la zone pour aller travailler uniquement effectivement ce que l'on demande. Sachez que déjà, le fait de ne pas avoir certains paramètres qui sont proposés vous indique que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être réalisable. Il y a des choses assez logiques. Imaginez que vous ayez deux objets sur votre plateau et que vous souhaitiez les imprimer les deux avec deux épaisseurs de couches différentes. Par exemple, ça fait partie des paramètres qui ne seront pas disponibles. Et vous voyez, quand on réapplique le motif précédent, on a nos coques qui réapparaissent un petit peu différemment.
Voilà, en tout cas, ces deux fonctions-là sont assez proches. C'est surtout quand on veut retirer, on va dire, les parties dessus-dessous, où ça va avoir un réel impact. Quand on travaille uniquement des zones internes comme ça, il n'y a pas énormément de grosses différences entre coupe et remplissage. Voilà, je ne sais pas si déjà c'est quelque chose que vous découvrez ou si c'est quelque chose que vous aviez déjà l'habitude d'utiliser, mais ça permet facilement, effectivement, d'aller améliorer, on va dire, les performances de votre modèle 3D. Donc, ça nécessite que vous soyez conscient, vous, hein, des zones qui vont être les plus sollicitées. Donc, parfois, un test en conditions réelles avec un objet qui va casser va nous permettre de voir un petit peu quelle était la zone la plus sensible et d'aller effectivement la renforcer. Vous voyez la grosse différence que l'on a entre coupe et remplissage, c'est cette chose-là. C'est le dessin que va apporter, on va dire, les coques dans une zone qui est pour autant pleine. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on va retrouver avec la structure remplissage uniquement. Hop, donc voilà pour ce paramètre de modificateur de zone. Donc, je n'ai pas pris les quelques instants pour vous préciser l'utilité des autres onglets. Celui-ci, en l'occurrence, est assez intéressant, mais je l'utilise assez peu. C'est un onglet qui va permettre de faire comprendre que le modèle STL que vous venez d'importer, donc mon cube en l'occurrence, n'est pas une pièce, n'est pas une zone qui va modifier le chevauchement de l'objet, mais c'est du support. Donc imprimé comme du support. Donc imaginez que vous ne soyez pas satisfait de la façon dont Cura génère vos supports. Donc si c'est le cas, regardez le webinaire de la semaine prochaine, ça va sans doute vous aider. Mais déjà, peut-être que vous préférez vous-même en CAO, directement sur vos logiciels de conception, créer vous-même vos structures de support. Si vous voulez générer en même temps que le STL en un seul bloc, eh bien, le logiciel va imprimer tout à la même vitesse, comme si c'était… il ne va pas comprendre qu'est-ce qui est du support, qu'est-ce qui est votre objet. En exportant, on va dire, votre modèle 3D et vos supports d'un côté, en refusionnant tout ça dans Cura, vous aurez eu l'occasion déjà de faire comprendre au logiciel que les supports étaient des supports et que la machine va donc appliquer des vitesses, des paramètres différents sur ces zones-là. Ça n'a pas un gros intérêt, à moins que vous fassiez vous-même vos supports. Le dernier, eh bien, c'est finalement l'inverse. On va plutôt ici devoir retirer des paramètres qui ne sont justement pas intéressants pour cette zone qui est chevauchée. Voilà. Encore une fois, pas très utilisé. Je vous conseille plutôt de maintenir votre attention sur ces paramètres-là qui sont les plus intéressants. Le but, vous l'avez compris, va donc être de pouvoir renforcer et d'optimiser vos performances en conservant un objet qui soit léger, tout en ayant maximisé les renforts dans certaines zones. Vous avez ici un petit onglet Smart Slice, qui est un plugin de Cura. C'est un plugin payant, mais qui va permettre justement d'aller étudier les comportements mécaniques de vos modèles 3D pour pouvoir simuler justement leur résistance en fonction des différents efforts que vous allez pouvoir simuler dessus. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va permettre d'aller encore plus loin, d'éviter éventuellement les essais. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un petit plus. Ce n'est pas intégré à Cura. C'est des choses qui sont assez récentes et qui commencent à se développer. C'est également des choses que vous retrouverez, à mon avis, rapidement dans vos logiciels de conception directement. Je vais profiter pour modifier un petit peu l'exercice. On va ici s'attaquer à une balle de golf. Donc, le but va être ici de vous faire comprendre que je ne suis pas obligé d'importer un cube, mais que je peux importer une pièce avec une forme vraiment spécifique, adaptée à mon modèle 3D. Donc ici, on va devoir simuler, on va dire, l'impact, une balle de golf. Donc sachez qu'en réalité, une balle de golf est imprimée en TPU. Le TPU, c'est la matière qui, pour nous, est flexible en impression 3D. Et le TPU a une dureté Shore qui est à peu près, pour les moins flexibles, de 95-98 A. Quand vous avez une pièce imprimée, eh bien, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes sur la même dureté Shore que sur une balle de golf. Sauf qu'une balle de golf est pleine, alors que vos impressions, en général, ne sont pas pleines. Donc ici, c'est ce que l'on va essayer un petit peu de reproduire en travaillant deux densités variables au sein de cette même petite balle. Donc on va ouvrir cette fois-ci une sphère que l'on va importer dans le modèle 3D. Donc ma sphère est beaucoup trop grosse, donc on va la dimensionner. Oups, mon échelle n'était pas uniforme. Hop, on va réduire tout ça et on va venir la positionner sur le plateau.
on va encore réduire tout ça de manière à ce qu'elle puisse venir s'insérer dans ma balle de golf. On va faire à peu près ça. On va la repositionner sur le plateau. J'ai décoché la fonction qui pose automatiquement les modèles sur le plateau. Sachez que c'est quelque chose que j'aurais dû réactiver. Donc ici, ma petite boule n'est pas centrée. Vous voyez qu'elle est encore en contact avec le plateau. Le fait d'avoir décoché la fonction qui bloque ma pièce sur le plateau me permet justement de la surélever et de la positionner au centre de mon objet. Donc ici, cette petite boule, je vais lui faire appliquer le fait que ce ne soit pas un paramètre normal, une pièce normale, mais une zone qui va modifier le chevauchement. Et ici, on va appliquer pour cette zone une densité de 100%. Donc, vous avez compris le but de l'exercice. Donc, une densité élevée, on va la faire passer. 100%, c'est jamais recommandé. Donc, je vais plutôt passer sur du 90%. Vous allez voir que l'impact sera déjà largement suffisant et que pour le reste du modèle 3D, on va utiliser, imaginons, un motif à 40% avec une structure concentrique. Voilà. L'autre motif va être celui qu'on avait avant de modifier par concentrique et on va voir un petit peu ce que ça donne. Le but, encore une fois, c'est simplement de vous faire comprendre qu'en important un modèle 3D qui a la forme que vous souhaitez, eh bien, vous allez pouvoir être beaucoup plus performant dans votre adaptation, on va dire, en termes de structure de remplissage. Ici, vous voyez que j'ai la possibilité de créer deux densités différentes dans ma boule, une âme, on va dire, dans ma pièce qui va pouvoir être dense ou au contraire, éviter si vous vouliez gagner un maximum de temps à l'impression. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu ici demander à avoir 0% de densité de remplissage uniquement dans cette zone. C'est le genre de choses qui est très facile à faire à partir du moment où vous avez un modèle STL qui correspond à la forme interne de votre modèle 3D. Donc ici, avec une sphère, vous avez vu, c'est très simple et ça me permet effectivement de pouvoir créer un petit peu ce que je veux en termes de performance. Et le fait d'avoir des motifs concentriques comme ça, eh bien, ça va permettre à la matière d'absorber un petit peu les chocs sans avoir à devoir rompre pour pouvoir justement se déformer. Bon, voilà. C'est purement théorique, encore une fois, il y a très peu de chances que cette balle de golf fonctionne de cette manière-là, mais voyez un petit peu le principe. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions concernant ces petites choses. C'est des choses qui sont plutôt simples, qui existent dans Cura depuis pas mal de temps, mais qui n'étaient pas forcément de manière très ergonomique, ou en tout cas qui étaient plutôt cachées dans le logiciel. Désormais, voilà, c'est assez visible, donc n'hésitez pas à l'utiliser, et vous allez voir qu'il y a encore pas mal de choses que l'on va pouvoir faire. Un autre petit exemple qui est ici plutôt illustratif, encore une fois. Imaginons que vous souhaitiez faire des pièces comme ça qui sont un petit peu étonnantes, on va dire, en termes d'ergonomie, en termes de design. Il va falloir éventuellement avoir un poids qui ne soit pas égal. On va devoir on va dire, adapter un poids qui doit être très important dans une zone et une autre zone qui doit être très légère. Donc là, c'est un petit peu pour créer des illusions d'optique ou ce genre de choses, où l'on va pouvoir faire ce genre de choses, justement. Donc là, on va repartir d'un petit cube. La logique est la même. Le petit cube, on va le faire chevaucher la zone qui m'intéresse, donc la partie basse, ici, et en l'occurrence, cette zone-ci, que l'on va demander à densifier différemment pour qu'elle ait un poids supérieur et que l'on puisse bien réaliser cet objet sans risque qu'il tombe ou qu'il se chevauche. C'est un peu le principe, j'ai perdu du culbuto, par exemple, vous voyez, avec une zone très dense en bas et un poids plus light en bas, en haut. Donc, on reprend, hop, excusez-moi, je m'étais trompé, donc ce n'est pas la quille qui doit être en modèle de chevauchement, mais c'est le petit cube. Et ici, on a dit qu'on allait appliquer simplement une densité supérieure. Donc, on va sélectionner les paramètres. Vous avez compris le principe et vous avez vu que c'est plutôt simple. Là, c'est à vous, on va dire, d'ouvrir un petit peu votre façon, on va dire, de penser les choses pour justement pouvoir parfois être plus performant, plus rapide, plus léger, tout en conservant l'intérêt premier de votre impression 3D. Vous voyez, ici, j'ai conservé les motifs concentriques. J'ai simplement la densité qui est variable et qui va me permettre d'avoir un poids très important en bas et quelque chose de très léger dans la partie haute.
Voilà un petit peu ce que l'on va pouvoir faire. Autre chose que je n'avais pas forcément prévu d'évoquer, mais vu que j'ai été assez vite pour le moment et pour l'instant, je n'ai pas trop de questions, donc c'est que ça doit être assez clair. Imaginons que l'on veuille ajouter un perçage pour transformer cette petite chose-là, par exemple, en porte-clés, je dis n'importe quoi. Eh bien, on va utiliser une pièce cylindrique, donc je n'en ai pas forcément ici, donc on va simuler tout ça avec un cube. Le petit cube, on va encore une fois le positionner en chevauchement de la zone que l'on va souhaiter percer. Donc, imaginons ici que j'ai bien évidemment un petit cylindre de 10 mm de diamètre, par exemple. Hop, on va le poser sur le plateau, lui appliquer un paramètre de chevauchement, et en l'occurrence ici de coupe, avec justement 0 coque dessus, 0 coque dessous. Donc, on va travailler l'épaisseur du dessus, tous ces paramètres-là, et on va également travailler la densité du remplissage. Donc, vous allez voir qu'en mettant tous ces paramètres à 0, hop, en lançant ma découpe, eh bien, la zone que mon cube chevauche va donc être évidée. J'ai demandé à ce que la zone soit à densité 0 et à ne pas avoir de coque dessus-dessous. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, voilà le type de petites choses que l'on va réussir à créer. Donc, encore une fois, ici, vous voyez que ça ajoute des coques parce que j'en ai dans le cube des coques qui sont intégrées. Si je ne voulais pas rajouter de coques pour respecter la dimension réelle, eh bien, je vais pouvoir mettre mon épaisseur de paroi également à 0. Et là, vous allez voir que les 3 coques, le millimètre 8 qui était ajouté dans ce cube, eh bien, ne l'est plus. Voilà un petit peu pour aller plus loin encore sur les faisabilités de cette petite fonction. On peut également évider, percer des objets. Voilà, c'est des choses que l'on peut bien sûr faire en amont, en conception, mais dans certains cas, eh bien, ça permet d'aller plus vite et parfois même d'évider des modèles 3D de manière assez simple. Faire une sorte de hollowing, on va dire, ou de perçage, ça peut effectivement être assez efficace dans certains cas. Je vérifie si j'avais d'autres choses à évoquer. Oui, en l'occurrence, là, je vais retourner de manière plutôt générique 2 petits paramètres qui sont dans Cura et qui vont généralement avoir un bon impact sur la résistance mécanique. Ce n'est pas des choses qu'on utilise forcément beaucoup. En l'occurrence, le premier va être cette fonction de alterner les parois supplémentaires. Ici, le logiciel va utiliser un petit peu plus intelligemment son remplissage de manière à venir ajouter des parois lorsque le remplissage arrive, on va dire, en frontal sur la coque et que la coque n'est pas tout à fait plate, eh bien, il va se permettre d'aller dessiner, on va dire, son remplissage en suivant la géométrie de la coque. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai visionné tout à l'heure sur cet objet-là. Donc là, ça ne va pas forcément être très simple de le voir, encore que ici, on va certainement le voir par moment. Vous voyez qu'ici, on est sur une structure standard et que dans certains endroits, on va peut-être avoir ce comportement du remplissage qui se montre. Non, ici, je suis sur quelque chose qui est sphérique, donc le logiciel ne l'applique pas. Peut-être dans la partie basse. Vous voyez, bon, en gros, c'est ce comportement. Ouais, non, les motifs ici ne sont pas assez complexes pour que la structure le nécessite. Donc, bon, je ne vais pas insister là-dessus. Il n'y a rien de très intéressant sur mon motif, en tout cas immédiat. Attendez, hop, voilà. Et Cura a planté, donc je le réouvre quelques instants, mais dans tous les cas, on avait plutôt évoqué à peu près tous les sujets qui allaient permettre, on va dire, une modification par zone de nos modèles 3D. Je recommande également, pour maximiser les résistances mécaniques, de ralentir un petit peu vos impressions. Ici, j'utilisais un PETG carbone qui effectivement peut s'imprimer à une haute vitesse pour maximiser sa résistance
on recommande de ne pas trop quand même augmenter les vitesses. C'est ça qui va permettre à la liaison intercouche d'être la plus efficace possible. Toujours pour accentuer cette liaison intercouche, 2 autres astuces. Éventuellement, augmenter un tout petit peu les températures sans créer de stringing, particulièrement avec les PETG qui sont très sensibles à ça. L'autre chose, ça peut être de augmenter un petit peu les flux de matière pour augmenter les liaisons et éventuellement de ralentir les vitesses. Mais ça, je l'ai déjà dit.